Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque pour cette année 2024, la toute première émission de 2024. On ne change pas une équipe qui fonctionne bien, j'ai voulu dire qui gagne, mais c'est un peu prétentieux, donc une équipe qui fonctionne bien. Donc j'ai une forte pensée ainsi que les autres chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission. L'absence de Philippe Saint-Séon, on a pensé à lui, on parlait de lui, c'est pour ça peut-être qu'on est un petit peu en retard, mais vous allez nous pardonner pour ça. Comment ça va, Raphaël? Eh bien, très bien. Séminole. Aussi bien que possible. Aussi bien que possible. Tout à fait. Ah, pas mal cette fois. Et puis heureux d'être là avec vous. Ok, merci beaucoup, Raphaël. Comment ça va, Michel? Eh bien, ça va. Je suis heureux d'être avec vous et puis de représenter le journal Justice qui entame sa 104e année. 104 ans. Oui. Mais c'est marqué 100 ans, Michel. Oui. Il faut rectifier. Oui. Mais, et puis voilà, bon. Donc, je redis ce que je dis souvent en début d'émission, c'est que nous continuons à recevoir des témoignages de sympathie de la part des téléspectateurs et téléspectatrices qui, effectivement, se sont désolés de voir que pendant 2 semaines, nous n'avons pas fait d'émission et qui attendent avec impatience la reprise de nos émissions. C'est ça, c'est ça. Eh bien, j'espère que ce soir, ils sont là non pas devant le petit écran, pour l'instant nous sommes en direct sur Facebook. Et demain vendredi 20h, samedi 18h et dimanche 10h du matin, les horaires de diffusion du kiosque. Bonjour Charles, comment ça va? Bien, bonjour, bonjour à tous, Mano, merci de l'invitation, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Ça va, et comme tu dis, on a eu une forte pensée émue pour Philippe Saint-Cyr. Me concernant, une petite incise que je me permets. Oui. Je vais hebdomadairement revenir, je disais ça aux amis qui sont présents, sur les difficultés que rencontre la ville de Fort-de-France. Et là, j'ai été apostrophé par un certain nombre de commerçants qui posaient la question de savoir à quand les eurodateurs. Il y a beaucoup de voitures venteuses. Le principe, c'est que les employés de commerce garent leurs voitures, restent stationnés toute la journée et puis empêchent les clients de descendre à Fort-de-France. Donc les commerçants qui paient les impôts, qui ont une patente, qui paient les loyers, qui paient l'électricité, qui paient les salaires, ne voient peut-être pas suffisamment de clients passer. Alors j'ai mes deux collègues et amis siègent au conseil municipal de Fort-de-France. Donc comme on a dit que... Et c'est pour montrer finalement qu'au PPM, la parole est libre. La parole est libre. Hein. D'ailleurs, Raphaël est au PPM comme moi-même. Et donc je l'interpelle sur le plateau. C'est pour dire qu'il n'y a rien d'arrangé. Et bien voilà, donc je pose la question et puis on attend la réponse pour une prochaine émission. Voilà. Mais pourtant, il me semble qu'il y avait des parkings qui avaient été faits expressément pour ça, du côté de l'ancien rond-point, des parkings pour permettre justement que les commerçants puissent avoir à nouveau des clients à Fort-de-France. Alors ce sont des parkings. Le principe des parkings relais, c'est intéressant. Le principe des parkings relais, c'est intéressant. Mais à Bellevue, le parking doit contenir une 60aine de places, une 40aine de places. À Dillon, je sais qu'il y a aussi un parking relais autour du stade, où il y a possibilité de garer, et puis on prend les transports en commun de manière à descendre à Fort-de-France. Mais bon, c'est vrai que contrairement à ce qui se pratique dans les centres commerciaux, quand on a la voiture qu'on gare directement dans le centre, c'est un petit peu plus facile. Alors bon, c'est une question que je pose et bien évidemment on aura la réponse. Question pour laquelle tu auras une réponse. Voilà, exactement. Très bien. Merci beaucoup. Comment ça va, bébé? Béatrice Bellé, contente de te voir. Eh bien, ravie de vous voir aussi. Ça va bien, Mano. Bonsoir à toi. Bonsoir aux chroniqueurs ici présents. Son appellation d'origine. Et surtout, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Et surtout, bons vœux, bonne année à chacune et à chacun. Pleine de santé, pleine d'enthousiasme également, pleine de bienveillance. J'espère qu'on va en gagner parce que les temps demandent finalement à ce qu'on soit peut-être un peu plus bienveillant. Ça manque. Pleine également, je l'espère, d'une observation qui soit souvent
plus objective, plus concrète, moins agressive, moins radicale. Je pense que le monde est complexe et il faut l'aborder avec sa complexité, mais probablement avec parfois un peu moins d'agressivité, même si on doit être déterminé dans ce que l'on doit accomplir. Voilà, donc en ma qualité de femme politique, je vais continuer à essayer d'éclairer avec les moyens qui sont les miens, les connaissances qui sont les miennes, les recherches qui sont les miennes, un certain nombre de sujets avec plaisir avec vous. Je sais, en effet, on a reçu pas mal d'appels, de messages, qu'un certain nombre de nos compatriotes, et pas des moindres d'ailleurs, nous suivent assez régulièrement. Et donc ça montre l'intérêt de notre émission et j'espère qu'on va pouvoir continuer à éclairer de façon sage, diverse, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes avis, pacifiée également, parce que finalement on a beau ne pas être d'accord, parfois les choses se passent bien et c'est ça le dialogue. Et c'est ce que nous essayons aussi de montrer à nos compatriotes, c'est qu'on peut ne pas être d'accord tout en se respectant et en n'étant pas dans des visions radicales. Et puis le top of the top, c'est quand on arrive en plus à se faire changer d'avis sur le plateau, ce qui arrive assez régulièrement. On arrive avec des arguments à faire infléchir des avis et ça, il faut qu'on apprenne à faire ça. Voilà, une opinion, on n'a pas à rester figé. Et c'est peut-être le but de cette émission, c'est arriver à donner différents points de vue et à enrichir chacun. Voilà. Donc la paix. J'appelle à la paix. Merci beaucoup, bébé. Alors, je voudrais féliciter en votre nom à tous, et aussi à mes collègues de Zouk Télévision. Je voulais féliciter Gisèle Ériché, la seule récipiendaire de la Légion d'honneur de cette année. Et voilà, qu'on voit là, elle anime une émission chez nous qui s'appelle Saka Fête. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle une femme jock au pays. Je connais Gisèle depuis 1982. Elle travaille à Radio Carrefour. Elle a fait la radio RLDM. Elle a fait plein de radios, mais c'est madame qui est debout. Voilà, Gisèle Ériché, franchement, on est fiers de toi sur télévision. Et Oulo, bravo pour ça. Et tu es sur RCI aussi. Elle travaille aussi sur RCI. Donc, la seule récipiendaire de la Martinique. Bravo, Gisou. Ça, c'était pour la bonne nouvelle. Et puis, fait un clin d'œil. Un mot pour Georges Brival. Est-ce que vous avez connu Georges Brival? Je ne sais pas, oui. Et c'est lui qui avait créé le tour, voilà, avec son sourire charmeur. C'est lui qui a créé le tour des yoles de la Martinique, des yoles rondes. Et pendant des années, c'est lui qui conduisait ce combat. Voilà, donc il est décédé il y a 2 jours, je crois. Oui, il y a 2 jours. Et d'ailleurs, j'étais surpris d'entendre Jean Trudeau dire de Georges Brival qu'il avait mauvais caractère, mais c'est parce que j'ai toujours rencontré un homme très charmant, qui défendait ses positions, et notamment ses positions financières. Parce que je me rappelle au Conseil général avoir eu un petit échange avec lui par personne interposée, parce qu'il voulait vendre au Conseil général un entrepôt qu'il avait à Cosmi, à Trinité. À Trinité, oui. Bon, nous n'étions pas d'accord sur le prix. Voilà. Mais il était ferme. Mais bon. Mais j'ai toujours rencontré un homme charmant. Ouais. Et il avait aussi créé le Saint-Georges Club à Fort-de-France. Premier nightclub de la Martinique. Premier nightclub de la Martinique, tout à fait. Et aussi la bananerie. Et la bananerie, c'est vrai. Tiens, la bananerie sur la route du Verpouille, avec Félix Guignard et Lucie Tolaens. Michel, tu as fréquenté tous ces lieux. Comment? Et c'est Bouga, c'est de bonne musique haïtienne. Oui, oui, c'était l'époque de la musique haïtienne. On a dansé à Don Kao. D'où le nom de Kao. Georges Brival était effectivement un passionné de la tradition. Oui. Et qu'il a fait renaître. C'est vrai, c'est lui qui a donné au Tour des Yoles son expansion et a fait connaître aux Martiniquais ce trésor que nous avions qui était là, quoi. Qui n'était pas connu. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus le semi-marathon de Fort-de-France, parce que c'est lui qui a créé. C'est aussi lui qui a créé ça. Je ne savais pas. Ah ouais. Voilà, très bien.
Alors nous allons venir au sommaire du kiosque que Manuela nous a préparé. Que retenir des vœux d'Emmanuel Macron? Alors j'aurais bien rajouté derrière ça aussi les vœux des institutions à la Martinique. Nous avons eu les vœux du président du conseil exécutif. Nous avons eu les vœux de M. Salibert, le président de l'Assemblée, les vœux du préfet, et puis les vœux de Monseigneur Macaire. Donc, est-ce que tous ces vœux-là se ressemblent? Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par le président de la République. Votre avis? Vous avez vu les vœux du président? Oui. Ouais. Bon. Tu as aimé? Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est que il a utilisé un terme qui est revenu comme un leitmotiv, le mot réarmement. Alors, le réarmement civique, industriel, Économique. le réarmement moral, Civique. le réarmement civique. civique. Alors, ça ressemble un petit peu à un discours d'extrême droite. Alors, il est certain que les gaullistes, dans les années 58, avec De Gaulle, avaient utilisé cette rhétorique. La rhétorique, qui consiste à appeler le peuple, face à des difficultés, à faire preuve de courage, de détermination. Le mot aussi détermination est revenu dans ces mots, de détermination, parce que c'est vrai que je pense à notre Martinique et par exemple à notre situation catastrophique sur le plan démographique, par exemple. Bon. Il y a 2 jours, Constantine a publié une étude sur ce sujet. Je reviens à la France. Nous avons besoin d'avoir une population, des citoyens qui sont conscients de leurs responsabilités et leur capacité d'intervention. Alors, et c'est là que nous nous séparons de M. Macron. Dans le même temps où il dit ça, ils ont utilisé le 49.3, je crois, 23 fois. 23 fois. C'est-à-dire qu'on a bafoué l'expression de la démocratie représentative. Bon. Alors, bien sûr, on me dira, la démocratie, c'est pas seulement le Parlement, les députés, etc. Une expression que je n'aime pas beaucoup, les politiques. Les politiques. Bon, une expression détestable. J'aurai peut-être l'occasion de dire pourquoi je dis que cette expression est détestable. Mais cette manière de faire est en opposition avec ce qu'il dit. L'intervention. Il en appelle à l'intervention citoyenne, en quelque sorte, alors que l'année 2023, l'année 2023 a été l'année où le peuple français a refusé une réforme, majorité qui s'appelle la réforme des retraites. On leur a pris 2 années de travail de plus. On a diminué le montant de leur retraite, n'est-ce pas? Et deuxièmement, on a imposé une retraite sans tenir compte. Je le redis chaque fois, et Philippe Saint-Cyr qui était à ta place le disait tout à l'heure, tout de suite, tout le temps, sans tenir compte des particularités sociologiques des départements d'outre-mer. C'est-à-dire que le nombre de retraités et le montant des retraites, le nombre d'années pour avoir une retraite pleine est beaucoup plus important dans les départements d'outre-mer. Et ce n'est qu'à la fin du débat que le ministre Dussopt s'est engagé à demander au corps, comité d'orientation des retraites, de faire une étude spécifique sur la situation des DOM.
Oui, mais tu l'as comparé à De Gaulle, mais De Gaulle a sorti ça parce qu'on revenait des grandes guerres, il fallait reconstruire la France. Exactement. Mais exactement. Les conditions, et puis De Gaulle, il a ressorti un peu ça en 58 aussi, parce qu'on était au début de la déliquescence de la quatrième République, qui était la quatrième République. En gros, est entré en déliquescence sur la question de la décolonisation. C'est cela qui l'a fait sombrer. Okay. Bon, mais voilà. Donc voici quelques observations qu'on peut faire sur cette intervention. D'autant qu'il a promis d'ici le mois de janvier une surprise. Alors, une surprise. On est en janvier, est-ce que c'est le remaniement qui est annoncé? C'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez. Non, c'est... C'est peut-être ça. Est-ce que madame... C'est peut-être aussi une dissolution. Il a dit il y a quelque temps qu'il n'y aura pas de dissolution. Ben, il ne peut pas avoir de dissolution. Il faut avoir du courage pour faire une dissolution dans l'État actuel. Mais oui, parce qu'il est sûr de perdre. Et puis, de toute façon, il perdra beaucoup de députés dans l'affaire. Alors, pour ce qui concerne le discours de Macron, moi, j'aurais retenu 3 mots en particulier. C'est l'action, la détermination, et puis le réarmement. Alors, tu viens de le dire, Michel, le réarmement, mais c'est dans un contexte particulier. Réarmement, il parle surtout de l'école. Il a parlé d'économie, il a parlé de réindustrialisation, etc. Mais c'est surtout l'école qui l'intéresse. Pourquoi? Parce que le contexte est particulier. C'est le contexte de professeurs qui ont été tués et du niveau des jeunes scolarisés qui a baissé énormément. En France, c'est une situation qui a été observée, mais en Martinique, c'est encore plus grave. Moi, j'ai été enseignant à l'université il y a déjà quelques décennies. C'était dans les années 80, fin 80. Mais lorsque j'observe ce qui se passe aujourd'hui, j'ai été examinateur également pour ce qui concerne les concours de la fonction publique territoriale, puisque c'est mon milieu professionnel. Eh bien, je regardais le niveau des jeunes qui sortaient de l'université, puis qui passaient des concours d'attachés. Franchement, je me dis qu'il y a un problème. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Et puis l'autorité des professeurs. Quand on tue 2 professeurs comme ça, bon, pour des raisons religieuses, idéologiques, etc. Mais il n'empêche qu'un jeune récemment a poursuivi son prof d'espagnol ou d'anglais avec un couteau. Une jeune personne de 12 ans dans un collège qui poursuit son professeur avec un couteau. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un contexte de violence et d'abaissement du niveau scolaire qui doit être observé avec beaucoup d'attention. Et je pense que c'est ce que Macron a voulu mettre en exergue. Oui. C'est la nécessité de revenir à des valeurs morales. Rappelez-vous, pour nous qui avons un certain âge ici, les leçons de morale que nous avions. Bébé n'a pas... Oui, elle est plus jeune. Elle est beaucoup plus jeune. Elle est plus jeune. Les leçons de morale. Comment on appelait ça? Leçon de... Instruction civique. Instruction civique. Et il fallait descendre du trottoir lorsque une personne âgée passait. Il fallait laisser sa place dans le bus lorsqu'une personne âgée était présente. Bon, bref. En tout cas, il y a là une nécessité. Donc, action surtout dans le milieu scolaire, surtout. Bien sûr, économie, réindustrialisation, c'est normal parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la France est en mal de sa réindustrialisation, a mal à sa réindustrialisation parce que, effectivement, c'est porteur d'emploi. Donc, automatiquement, si on veut revenir à ce plein emploi dont il parle, parce qu'il parle aussi par la loi du plein emploi qui a été votée l'année dernière, en 2023, pour que nous soyons, enfin qu'en France hexagonale, nous soyons à 5% de chômeurs. Je ne dirais pas que c'est une gageure, mais c'est un défi pour Emmanuel Macron. Il faut absolument, effectivement, que la France se réindustrialise et qu'il y ait un regard porté plus particulièrement sur les problèmes économiques. Mais je ne suis pas très optimiste concernant ça, parce que l'animation économique mondiale a basculé vers l'Asie, c'est-à-dire vers la Chine, puisque ce que nous consommons représente 80% de produits chinois. Donc, pour inverser la tendance, ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, c'est l'Europe qui peut sauver effectivement ce système-là qui veut que
le basculement se fasse de manière durable vers l'Asie, c'est-à-dire la Chine et l'Inde. Voilà. Je m'arrête là, je laisse la parole aux autres. Et l'Afrique dans quelques années, l'Afrique dans quelques décennies. Oui, 50% de la population mondiale, dans 25 ans à peu près, l'Afrique va compter pour beaucoup. On t'a pas poursuivi avec un couteau. Non, mais bon, alors, bien évidemment, Omar j'ai appuyé, Samuel Paty et Dominique Bernard, qui ont été deux professeurs qui ont été tués, professeurs d'histoire-géographie. Professeur d'histoire-géographie. On dit comme toi. Comme moi. Discipline, alors bon, philosophie, discipline très noble, mais histoire-géographie, en fait, moi j'ai tendance à dire qu'on est les enseignants qui enseignent le réel. Il n'y a pas à dire. Un chat est un chat, et en histoire-géographie, on ne peut pas travestir. On va dans les textes. À partir de textes, on dégage et on analyse si ce sont des archives, si ce sont des traces archéologiques, si ce sont des tableaux, des lettres, etc., des courriers. Bon, ce sont des textes qu'on analyse. Donc, il n'y a pas moyen de faire de la poésie dessus, il n'y a pas moyen d'interpréter. Bon. Même s'il y a un roman national derrière et qu'on veut absolument que le roman national français cadre avec nos histoires particulières. Je ferme la parenthèse. Ceci dit, à propos de l'intervention du président de la République, on a parlé avec Béatrice, je me disais, mais c'est incroyable comment est-ce que on peut tenir des propos pareils. Et je vais retenir deux cas. Je n'ai pas fait comme mes camarades qui ont listé les notions clés. Moi, j'ai retenu deux éléments dans son discours. Premier élément, une prise de conscience, et deuxième élément, une remobilisation. Alors, je prends, par exemple, il évoque rapidement la conjoncture internationale et passe assez rapidement sur les deux conflits qui nous intéressent directement, Gaza et l'Ukraine. Je fais remarquer que il y a une guerre de colonisation, entre guillemets, dite de colonisation par la Russie sur l'Ukraine, et des bombardements massifs qui sont dénoncés à tous de médias occidentaux et condamnés. La même chose se passe. Ça fait 2 ans, je crois qu'il y a eu 10 000 morts en Ukraine. En 2 mois, il y a eu 20 000 morts à Gaza. La même chose se passe et le président Macron a l'heure de présenter les choses comme étant des soucis géopolitiques et il ne rentre pas dans le détail de l'affaire. Moi, je souhaiterais rappeler quand même, et on a suffisamment entendu, que le général de Gaulle, il avait qualifié le comportement... alors, je tiens à préciser aussi que quand je tiens ces propos-là, j'ai des amis juifs, et il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas favorables au comportement du gouvernement de Netanyahou. Il faut que je dis ça pour cadrer. Et le président Macron ne rentre pas dans les chaussures du président de Gaulle, du général de Gaulle, quand à l'époque il avait dénoncé la colonisation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël, et puis le régime d'apartheid dans lequel les Palestiniens se trouvent. Et deux choses m'effarent totalement. Alors l'Afrique du Sud a déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité contre Israël. Génocide contre Israël à Gaza. Et puis, tout à l'heure, quelque chose m'est passé sous les yeux rapidement, c'est un document du Figaro qui parle de 2 ministres extrémistes israéliens qui voudraient proposer une solution de déportation des populations de Gaza vers le Congo. 2 ministres, c'est-à-dire que ça sort du sommet de l'exécutif, pour dire que le président français, à mon sens, ils ne n'auront pas la mémoire de ses prédécesseurs, notamment de Jacques Chirac et de Gaulle. Et pourtant, ce sont 2 présidents qui ne sont pas de ma sensibilité politique, mais qui avaient une analyse autrement plus, me semble-t-il, plus juste. Alors, quand on parle aussi de justice internationale, eh bien, moi, j'en appelle à l'ordre de la loi et pas l'ordre de la force. Parce que pour l'instant, c'est la force qui prime et, de manière indiscriminée, on bombarde des populations civiles. Je voudrais aussi terminer sur ce thème-là en remerciant Dominique de Villepin. Je ne sais pas si vous avez entendu la sagacité de ce monsieur,
l'argumentation qu'il développe, et vraiment la pertinence de ces argumentations, on sent que ça a été un ministre des Affaires étrangères, mais d'une grande volée. Enfin, un type qui a une analyse vraiment de politiste, de géopolitiste. Et vraiment, j'encourage les personnes à aller sur YouTube pour regarder ces interventions. Deuxième élément, qui concerne les retraites, parce qu'il parle de réforme des retraites assumée. Je vais donner lecture de quelques éléments. Donc, un Français sur deux qui arrive à la retraite à 64 ans est sans activité. Donc, ça veut dire qu'en reculer l'âge de la retraite, c'est bien évidemment les mettre en difficulté, humainement. Et quand il dit qu'il va faire 10 milliards d'économies effectives, ce qu'il oublie de dire, c'est que ces personnes qui sont en difficulté vont coûter 5 milliards de dépenses supplémentaires concernant la pension, l'invalidité, l'assurance chômage, les arrêts maladie. Donc, en fait, il n'y a que 5 milliards d'économies qui sont effectivement faites par rapport à l'allongement de la durée de 2 ans pour tout le monde, sans aucun accord d'aucun Français. Je rappelle que je suis bien évidemment pour la démocratie représentative, mais à quel moment un vote, à un instant, légitime de façon permanente toutes les décisions prises par un politique de n'importe quel ordre pour les 5 années à venir. À quel moment? Moi, je ne trouve pas que cela est démocratique dans la mesure où il y a des possibilités d'interrogation de la population, notamment référendum, etc., qui sont multiples et variées et qui pourraient donner la parole au peuple. Je ferme la parenthèse. Et pour finir mes chiffres, entre 2000 et 2023, la fortune de l'homme le plus riche du monde est passée de 87,7 milliards, 85,7 milliards d'euros à 179 milliards d'euros. Il s'agit de qui? Un Français qui vend des sacs. LVMH. Voilà. Monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud. Bernard Arnaud. Et la petite précision, c'est que 2% de la fortune des Français les plus riches, 2% de la fortune des Français les plus riches suffirait à financer le déficit des retraites. 2%. Enfin, Mano, combien de télévisions nous avons? Enfin, moi, j'en ai 2. Mais quand tu en as 5, à un moment donné, ça suffit. Le type a 185 milliards, quoi. Et puis 2 milliards, pas assez. Non, mais je ne comprends pas la logique d'accumulation capitalistique. Et on est tous autour. Vous savez, je vais essayer de simplifier. Quand on a une économie qui fonctionne et qu'on veut tout prendre pour capitaliser et mettre dans sa banque, de manière à avoir une qualité de sommeil autrement plus intéressante. C'est ça, avoir de l'argent et capitaliser, c'est pouvoir... bon. Eh bien, ce qu'on gagne, on le prend dans la poche des autres. C'est tout. On ne peut pas imaginer un instant que quelqu'un qui travaille énormément puisse gagner 10, 12, 15 000, 20 000 euros par mois. Je peux comprendre ça. Que quelqu'un qui soit ingénieux puisse développer des stratégies pour gagner 25, 30 000 euros par mois. Je peux comprendre ça. À partir du moment où vous gagnez 2 millions d'euros par mois, c'est par le truchement et la possibilité qu'offre la loi de bénéficier du travail des autres, c'est-à-dire de la possible exploitation du travail des autres, non rémunéré à leur juste valeur. Tu oublies les footballeurs. Bon, le football, c'est du spectacle. Et moi, c'est du spectacle. Et puis LVMH finance la reconstruction de Notre-Dame. Moi, j'ai entendu surtout... sur ses impôts. J'ai entendu surtout un jour Mélenchon dire que ça l'amusait toujours de voir les prolétaires aller payer énormément d'argent pour regarder des millionnaires courir derrière un ballon. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était assez pertinent comme remarque. Mais voilà, je m'arrête là pour dire finalement que... franchement, je dis à Béatrice, je pense que le président est convaincu de son discours. Je ne pense pas qu'il fasse exprès, quoi. Alors que le monde, je le perçois tellement différemment de lui, tellement différemment. Il a bien vu que le ruissellement ne marche pas. Il a bien vu que le capital s'accumule dans les poches des mêmes personnes. Et jamais il ne fait un effort. Il a même baissé les APL pour les étudiants. Enfin bon, on arrête. J'arrête, je laisse Béatrice parler, parce que on vit vraiment pas dans le même monde, ou alors on n'est pas construit intellectuellement de la même manière. Voilà, monsieur Macron. Merci, Charles. Oui, Béatrice. C'est de la tarte à la crème. Voilà, discours tarte à la crème du président qui, de mon point de vue, a quasiment tout échoué. Tout échoué, pourquoi? Parce que le rôle du président, au-delà des gouvernements, mais le rôle du président, lui, personnellement, c'est de travailler à la cohésion d'un pays et de ses habitants, et singulièrement de sa population. On n'a jamais vu une population française aussi divisée. On ne l'a jamais vue aussi opposée.
On ne l'a jamais vu aussi radicalisé. On ne l'a jamais vu aussi compartimenté. Il a raté. Il a raté. On n'a jamais vu des différences de revenus aussi importantes. Charles en a parlé. Aujourd'hui, le gouffre, c'est même plus un gap, c'est un gouffre, un océan. L'océan qui sépare les plus riches des plus pauvres est un océan d'univers. C'est même plus à la taille de la planète, tellement c'est immense, c'est incommensurable. Les milliards dont Charles est en train de parler, c'est juste la fortune personnelle d'un homme. Mais on ne parle même pas des fortunes de tous les autres qui sont dans la chaîne, des actionnaires, des directeurs généraux, des branches et tout ça, qui gagnent des millions et des millions. Bon. Et on a un président qui agite les peurs, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Pour être à la mode politiquement, il faut agiter toutes les peurs. Toutes les peurs, et il y en a une qui marche bien, hein, évidemment, c'est celle de l'étranger. Voilà. Alors que la France, en l'occurrence, est loin d'être la meilleure élève en matière d'accueil. Loin. Elle est même l'une des moins bonnes élèves en matière d'accueil en Europe. Je parle de la France continentale singulièrement. Bon. Alors, on ne se pose pas la question, beaucoup, au moins ont l'intelligence parfois, des professeurs du Collège de France, donc des éminences, des gens qui observent, qui ont déjà fait 5-6 bouquins sur des questions et donc qui ont pris le temps de réfléchir, observent ce qui se passe en France et en Europe. Et c'est vrai qu'on est quand même très loin. Réarmer l'éducation, j'ai déjà dit, c'est une priorité absolue, évidemment, l'éducation. Mais enfin, quand on paye les professeurs au prix où on les paye, quand on voit les moyens donnés, quand on voit l'état de nos écoles, parce que confier de la même façon à des villes de 5000 habitants qu'à des villes de 100 000 ou de 1 million d'habitants, la gestion des équipements de type école, à des conseils généraux ou régionaux avec des habitants qui sont plus ou moins riches, la gestion des collèges et des lycées, c'est d'ores et déjà savoir que dans un certain nombre d'endroits, on va créer des inégalités. Or, la République est là pour gommer les inégalités qui peuvent être celles éventuelles, du patrimoine, parce que les plus fortes différences entre les gens sont celles du patrimoine et de l'héritage. En fait, les gens les plus riches ont réussi à constituer par plusieurs générations un capital important. Et donc, l'État est là pour ça, pour gommer, pour faire en sorte que les différences soient moins grandes et puis qu'on puisse avoir au moins cette impression de partir tous sur la même ligne de départ. C'est pas le cas. Bon, alors on dit réarmer, du coup on est en guerre. Hein. C'est pas seulement un discours gaulliste, mais c'est un discours gaulliste guerrier, là. Mais il fallait voir à l'époque, mais on était aussi dans le cadre de l'après-guerre avec des plans à mettre en place, des reconstructions. Donc on parlait de vaillance, il y avait encore l'idée des mecs forts qui devaient donc partir à la bataille de la reconquête du pays. Mais enfin là, il a tout détruit. Voilà, c'est ça la réalité. Alors quand on veut créer, quand on veut, jusque par la rhétorique, tout à l'heure quelqu'un en a parlé, bon, aujourd'hui, la règle c'est la rhétorique. On change, donc on parle de réarmement, ok, tout le monde est content, le président donc joue l'homme fort, oh oui, il va réarmer politiquement, réarmer économiquement, oh les gars, économiquement je pense que vous avez donné pas mal, hein, le quoi qu'il en coûte on l'a vu, et pour l'instant c'est Piti qui a payé quoi qu'il en coûte, parce que nous avons gros qu'à multiplier les revenus, donc le quoi qu'il en coûte pour l'instant c'est pour notre tranche, et pour un petit peu longtemps, hein, en l'occurrence, on va réarmer dans l'éducation, mais enfin les 3/4, mais en même temps on parle de mieux financer les écoles privées, donc on va permettre à ceux qui ont déjà le plus de revenus de recevoir de l'argent public pour l'éducation de leurs enfants, hein, mais il y en aura probablement moins pour les enfants en difficulté. Pour ce qui est de l'outre-mer, parce qu'il n'en parle pas trop, hein, mais juste à titre informatif, bon, il y avait matière là, compte tenu des chiffres, à dire on va réajuster. Il y a encore des inégalités un peu trop grandes qui se creusent entre l'outre-mer et l'hexagone. Et pourtant, on a décidé de remettre à 2025 l'étude de la carte des territoires de politique de la ville. Vous savez ce que ça veut dire ? Moins d'argent
pour mettre en place des dispositifs de réhabilitation, moins d'argent pour mettre en place des politiques même de sécurité à l'intérieur des communes, moins d'argent pour mettre en place des zones d'éducation prioritaire. Ça veut dire ça. Hein, ne pas revoir. Donc, et nous, on nous a donc remis à 2025. Hein, comme d'habitude, les Outre-mer, un peu après, ils passeront peut-être un peu après le réarmement. Donc, on va réarmer tout le monde, hein, mais on ne va pas nous réarmer beaucoup. Voilà. Donc, moi, ce discours, c'est de la poudre de perlimpinpin d'un président qui, de toute façon, va devoir prendre des décisions, oui, qui vont être des décisions cosmétiques hein, sur sa manière de gérer, parce qu'il n'a toujours pas une majorité absolue, il a une majorité, mais pas absolue. Donc peut-être qu'il y aura un remaniement avec le risque, après avoir agité ses copains du Rassemblement national, parce qu'il faut quand même le dire, le Rassemblement national, c'est le seul hein, de l'histoire de la Ve République, à avoir donné des postes de vice-présidence au Rassemblement national. Et toutes les fois où tu m'en donneras l'occasion et toutes les fois où nous en aurons l'occasion, je répéterai à quel point les partis d'extrême droite sont dangereux, au cas où nos compatriotes pensent encore qu'il y a dans beaucoup de personnes qui soutiennent les 13 xénophobes, racistes, il y a des gens qui nous aiment, nous, les peaux basanées, foncées. Hein, au cas où il va falloir quand même rabâcher à chaque fois. Hein. Donc, poudre de perlimpinpin, c'est un discours, je vais vous le dire, j'ai écouté en faisant accélérer, j'ai pas voulu regarder en direct parce que, sincèrement, je voulais pas me mettre cette tâche. Donc, j'ai regardé, j'ai avancé, parce qu'à chaque fois, en plus, je sais pas si c'est le fait d'être encore avec une prof, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il nous fait un cours de théâtre quand il fait un discours, et ça a le don de m'agacer. Bien. Un petit mot, pardon, oui. Hein, je suis un petit peu bavard, un petit mot. Moi je l'ai écouté attentivement et j'ai pris des notes. Et qu'est-ce que je fais? Je prends les thèmes qui m'intéressent. Et puis je les dépiote, quoi. Bon, j'ai pas le choix. Bon, moi, je veux bien. Hein, il a parlé de Jeux Olympiques. Rappelons, Jeux Olympiques. Au Brésil, il y a eu la Coupe du Monde en 2014 et les Jeux Olympiques en 2016. Bolsonaro était élu en 2018. En France, 98, en 98, la France a été championne du monde. En 2000, avec la France, Black Blanc Beurre, championne du monde de l'équipe de France hein, de football. En 2002, Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. Enfin, comment pouvoir penser un instant qu'un événement va réussir à gommer les difficultés du substrat du pays? C'est en fait ce que je ne comprends pas. On va reconstruire la cathédrale, Notre-Dame. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et il pense que la flèche de la cathédrale va permettre à tous les Français de regarder dans le même sens. Enfin, il y a des exemples historiques quand même. Hein. Il y a, je ne sais pas si tu as vu Gladiator. Oui, le film. Bon, le Komodo, l'empereur Komodo avait trouvé un truc, c'est les jeux de cirque. Oui. Les jeux. Donc, donnons. Non, mais Michel, ce que tu oublies de préciser, et Charles aussi, c'est que je ne sais pas si vous avez été voir les tarifs des matchs et des compétitions, des matchs. En tout cas, d'accord. C'est pas abordable pour tout le monde. Hein. La stratégie de prise de pouvoir de Hitler en 1936, c'était les JO quand même. Hein. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Alors, faut pas sous-estimer le fait que le peuple peut se laisser égarer. Le peuple peut se laisser égarer. Un instant. Un instant. Le Troisième Reich. Oui. Il a duré de 1933 à 1945. Hein. Oui, mais alors, chacun ses références. Moi, je dis Confucius, le grand Confucius, il dit on peut tromper tout le monde un instant, on peut tromper quelqu'un tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Et je veux bien, hein, j'accepte, hein, je veux bien que c'est un événement intéressant. Maintenant, les problèmes demeurent. Ah non, mais non. Les problèmes demeurent. Nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes d'accord. Les problèmes demeurent, mais la prise de conscience qu'il faut changer le système politique pour résoudre les problèmes, elle n'est pas nécessairement dans l'esprit de chaque citoyen. C'est pour ça que les partis de gauche doivent... Quand tu dis changer le système politique, tu penses à
la 6e République, c'est ça? Non. Bon, ça, oui, bah, par exemple, Pourquoi un des éléments du changement en France, c'est de supprimer tous ces dispositifs qui permettent d'écarter la démocratie, le 49.3, le 47.1, etc., et de fonder la 6e République. Bon. Celle de Mélenchon. Celle du Parti communiste français. D'accord. Bon, parce que cette histoire de Mélenchon, qui domine la gauche, il n'y a pas qu'à Mélenchon. Hein. Bon, le programme L'humain d'abord, c'est le Parti communiste français. Bien. On peut passer à un autre sujet. Vous avez quelque chose à dire toujours, c'est bon? On a plein de trucs à dire. En fait. Oui, mais le problème, c'est que... mais le problème, c'est que si on reste sur juste une question, l'heure va arriver, on n'aura pas tout vu. Non, mais c'est inépuisable. Il a raison. Voilà, c'est ça. C'est inépuisable. C'est-à-dire, voilà, c'est ça le problème. Comment dirais-je? Macron croit fermement à ce qu'il avance. Mais non, il ne croit pas. Non. Mais non. Il sait très bien. Il sait qu'il est une passerelle pour... il va créer la passerelle pour l'extrême droite, très clairement, pour pouvoir revenir. Il ne peut pas faire un mandat supplémentaire, mais il... Pouvoir revenir. Oui, mais il n'y lâche pour lui tout neuf. Ah ben, un jeune petit bonhomme. Mais oui. Non, mais il ne reviendra pas. C'est pas sûr. Non. C'est pas sûr. Néolibéralisme. Non, mais attendez, une explication pour les téléspectateurs qui veulent savoir. Est-ce qu'un président de la République qui a fait 2 mandats peut encore se présenter? Oui. Non. Après, une fois qu'il a fini les 2 mandats, Point de coupure. en fait, il ne peut pas faire plus de 2 mandats Successifs. consécutifs. Okay. Donc, une fois qu'il a fini les 2, il peut laisser un mandat et se représenter. Il peut revenir? Bien sûr. Ah ouais. Mais mon point de vue, c'est qu'il ne reviendra pas. Parce qu'il sera parti sur un échec total. Ça, c'est toi qui le dis. Ah ben, bon Dieu. Mais ça, c'est nous qui le Sur pensons, un non, échec parce qu'il a total. été élu 2 fois. Non, il a été élu 2 fois, pourquoi? Face à Marine Le Pen, chaque fois. Et Mélenchon, qui n'a pas joué le jeu correctement, parce que si Mélenchon avait été un peu moins radical, il est à peu près certain qu'il allait se retrouver au 2e tour. Parce que les gens étaient en opposition par rapport à Macron, c'est clair et net. Sauf que Mélenchon s'est montré tellement radical, je suis la République, etc., enfin des conneries de ce genre, qui ont fait qu'effectivement, une partie de l'électorat s'est éloignée de lui. Mais Mélenchon demeurait quand même une référence sur le plan de l'opposition par rapport à Macron. Mais il n'a pas joué correctement. Oui. Et c'est un monsieur qui construit, hein. Intellectuellement, il construit. Non, mais il est brillant, c'est un gars qui est brillant. De pas jouer, Mais ouais, il est brillant, mais sauf que, il est brillant intellectuellement. Sauf que, bon, il n'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste. Non, mais il est sanguin. C'est dommage. Hein. Eh ben, il est oui. Exact. Et il est provocateur, peut-être. Il est provocateur et ça ne marche pas. Alors, les services d'urgence du CHUM sont actuellement sous forte tension. Il semblerait que le Covid soit de retour un petit peu. Je ne vais pas affoler la population, mais il semblerait que... Mais en fait, c'est une simple grippe. C'est-à-dire que tu ne sens même pas que... Il n'y a pas les... Semble-t-il, je dis bien semble-t-il. Je connais des gens il y a à peu près 15 jours qui ont eu le Covid. Ils pensaient que c'était une simple grippe. C'est pour un contrôle médical, tout bête. Ouais. Ils ont su qu'ils avaient eu le Covid. Ouais. Et alors, est-ce que c'est pour ça que les services d'urgence du CHUM sont sous forte tension? Je ne pense pas, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein. C'est peut-être la grippe, c'est peut-être autre chose. Les services sont en tension pour la simple et bonne raison qu'il manque des praticiens, il manque du personnel, ça c'est une certitude. Je le dis, il est aujourd'hui dans certains services très bon d'être traité en Martinique. La cardiologie, ça fonctionne bien. Un certain nombre de services fonctionnent bien. Mais il y a énormément de services qui, depuis le Covid, ont été désertés. Et encore une fois, je reviens à mes vœux de début d'émission. La radicalité a eu raison de la présence d'un certain nombre de nos médecins ici. Merci. OK ? Quand on a eu des personnes qui, tous les jours, avaient leurs pneus crevés, se faisaient injurier, se faisaient menacer. Cracher au visage. Cracher au visage. OK ? Traité de sale blanc. Traité de sale blanc ou de sale africain qui devaient rentrer chez eux, patati patata. On avait les moyens, nous, de gérer notre crise. Ben, vous savez, il y a des gens, tout humainement, qui rentraient chez eux des défaits. Moi, j'ai eu un membre éminent de l'administration qui était mon voisin. Je l'ai vu fondre comme neige au soleil. Tellement c'était émotionnellement éprouvant. Et en effet, il n'a pas fait long feu.
il est reparti juste après. Il y a 3 jours, une amie qui travaille à Despinois, ce que l'on appelle... C'est au Trinité? Mais non, tout le monde connaît ça, Despinois. Saint-Esprit. Mais non, Despinois, c'est machin, c'est Colson. Colson. Ah, Colson. Mais dis-nous quel Colson. Mais c'est Montegavini qui dit vous la caché. Donc, mais maintenant, tu sais, pour faire mieux, parce que tout le monde ça qui Colson, tout le monde a dit Maurice Despinois. Bon, mais j'ai eu la malchance de devoir y aller, en toute sincérité. J'ai pleuré sur le chemin, je le dis. Au retour ou bien à l'aller? À l'aller, tu parcours pendant juste 2 minutes l'endroit. C'est des bâtiments désaffectés, abandonnés. Évidemment, c'est à Balata, donc c'est humide, rougissant Une espèce de lèpre végétale. Ouais, lèpre végétale, enfin bref. Le truc est tellement... Et ben la dame qui a eu en plus, elle était contente, elle a eu son concours de comment on appelle ça, d'aide-soignant. Donc elle a un poste et tout ça, elle a dit qu'elle arrête. Elle arrête de travailler là. Ça sera pas possible. C'est une honte. La façon dont sont traitées nos personnes âgées et nos personnes en maladie mentale, c'est une honte. Voilà. Alors, on va se poser des questions entre les conditions de travail, entre l'ambiance qui a régné jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, ça commence parfois un peu à s'apaiser, il y a beaucoup de soignants et même des élèves qui étaient internes, hein, qui ont décidé de partir de la Martinique. Donc maintenant, on se pose des questions, on dit où sont les médecins? Ah, le CHU est en crise. Ah, on prend 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures pour être reçu au CHU. Ah ben oui, chers compatriotes. Malheureusement, on ne peut pas traiter des gens comme des chiens et espérer qu'ils restent. Une fois encore, le dialogue est primordial dans nos sociétés et encore plus sur notre île en Martinique. On ne peut pas se permettre dans des sociétés de face à face de nourrir comme ça des éléments de haine aussi forts et aussi longtemps. Oui. Moi, j'abonde tout à fait dans ce qui a été dit par Béatrice, totalement. J'abonde totalement. Et je vais poursuivre en disant... Quid des sanctions juridiques ou judiciaires qui ont été prises contre les fauteurs de troubles? Parce que c'est ma famille, ce sont mes amis, ce sont mes voisins qui subissent, qui pâtissent du fait qu'il manque des soignants. Qu'a-t-on fait? On sait quels ont été ceux qui ont manifesté de manière outrancière. Il y a même un pauvre vigile qui a perdu la vue. Personne n'en parle, tout le monde a oublié. Moi, je pense à ce monsieur tous les matins quand je me réveille, parce que j'ai encore ma vue. Vous vous rendez compte? Ça s'appelle... un crime, un assassinat. Hein. Enfin, pardon, monsieur, si vous m'écoutez, vous n'êtes bien évidemment pas mort, mais quand on a perdu la vue, on a perdu une bonne partie de la vie. Et on lui a enlevé la vue parce que nous n'étions pas d'accord avec un traitement, parce que nous n'étions pas d'accord avec une manière de soigner, parce que nous n'étions pas d'accord avec une stratégie à suivre. Mais c'est quoi cette histoire ? Et je sais qu'il y a une petite pilule bleue que les hommes avalent goulûment parce que ça leur en service. Ça ne se pose pas la question de savoir si ça va provoquer un cancer du pancréas ou je ne sais pas trop quoi. Là, on ne se pose pas de questions. Et les gens qui fument la cigarette, on m'a déjà dit, et cigarette, moi, parlais contre tout. On sait que c'est nocif, mais il y a des gens qui continuent de fumer. L'alcool, mais il faut arrêter les blagues. Et moi, quand je dis, pardonnez-moi, je suis un petit peu enflammé là, mais quand je dis quid des suites judiciaires, on n'entend pas parler du tout. On a quand même des magistrats. On a quand même une procureure, d'ailleurs, que je salue, madame la présidente du tribunal aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que je salue respectueusement. Mais on a des institutions judiciaires. Que sont devenues ces personnes ? Mais est-ce que ce n'est pas par peur de réactiver le feu ? Mais quelle réactivation ? Il s'agit de tenir pour comptable les personnes qui ont eu des comportements qui n'allaient pas dans le sens du respect de la loi. On peut pas tenir pour perdre des profits le fait que... enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est entre 30 et 40% de la population de médecins qui est partie. Sans compter que le résultat, c'est que les hôpitaux, pour pouvoir obtenir l'arrivée de praticiens, sont obligés de dépenser beaucoup, d'offrir des contrats mirobolants, ce qui accroît leurs difficultés financières.
Ouais. Alors c'est surtout un cercle vicieux. Tu sais, c'est surtout que de fait, on a pour pallier parfois juste 2 ou 3 gardes. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas de façon pérenne. Hein. Pour pallier 3 ou 4 gardes, donc les gardes c'est 48 heures, je crois, ou 72 heures, bref, pour pallier ça, on fait venir des gens. Donc on paye un billet d'avion, on paye quasiment l'hôtel, 300% de plus le praticien, c'est-à-dire que le praticien qui est payé normalement 5 000 € par mois, d'accord, un praticien normal de l'hôpital public c'est environ 5 000 € par mois, quand c'est pas un interne, hein. Celui qui va venir en vacation, il va être quasiment payé 4 000 € la semaine. C'est ça. Donc 2 gardes. Bon, on lui paye l'hôtel, on lui paye la voiture. On lui paye la bouffe. On lui paye la bouffe, d'accord? Et donc, ça revient pour 3 gardes, 3 fois le prix que ça aurait été pour un praticien qui est là et qui fait 10 gardes du mois, quoi. Mais c'est ce que tu as dit pour la réactivation, pour... ces gens-là n'ont pas été punis, quoi, en fait, en réalité. Moi, je n'entends pas les suites judiciaires. Mais si on compare ça à ce qui s'est passé en France dernièrement, où la France était à feu et à sang dans plusieurs villes, il y a un maire qui a été... Pardon? L'affaire Naël. L'affaire Naël. Mais l'affaire Naël a servi de prétexte à beaucoup, de détonateur et de prétexte pour beaucoup aller foutre du bordel en France. Mais il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été relâchés, ils n'ont pas été punis. Ou tu as des gens qui ont eu 2 ou 3 jours de mise à l'épreuve. J'ai l'impression que quelque part la justice ne passe pas tout le temps. Elle a le même problème, elle n'a pas les moyens. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on dit parfois que les discours c'est des discours et que c'est de la tarte à la crème. C'est-à-dire que réarmer sans donner les moyens, dire qu'on va faire sans donner les moyens, dire qu'on va mettre de l'ordre sans donner les moyens à l'ordre, dire qu'on va faire des politiques sécuritaires sans qu'il y ait plus ni de policiers, ni de gendarmes, ni de quoi que ce soit. Ça veut dire quoi si ce n'est que du blabla? Tout le monde, mais en tout cas moi dans ma génération, je connais personne qui a envie que la Martinique, par exemple, soit un grand bordel organisé. Mais justement, moi, je suis toujours en train de dire, mais c'est quand même bizarre. Où c'est dit, quand même, plus policiers, plus gendarmes avant. Tu comprends? Maintenant, tout ce que je vois, c'est des machines, des flashs. Et donc, moi, la main dans le stress des piments qu'a conduit, parce qu'il y a un nouveau flash toutes les 2 minutes. Mais mine de rien, il n'y a plus... Et puis tu perds ton permis. Mais il n'y a plus ce rapport humain, même du policier qui est dans la rue, que tu vois passer. Il n'y a plus ça. Bon, et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de moyens. Question, je crois qu'il y a 67 000 personnes emprisonnées, non, 76 000 personnes emprisonnées pour un nombre de 67 000 de places en prison. Enfin bon, voilà. Il y a 10% de places qui manquent. Où construire, ça c'est notre problème, où construire des prisons à la Martinique? Les maires ne veulent pas qu'on construise sur leur territoire. Ah, mais on avait un député du Rassemblement National, au cas où, hein, je le dis quand même, à chaque fois la petite anecdote pour nos compatriotes, qui avait suggéré que l'on puisse envoyer les délinquants et notamment les radicalisés dans les Outre-mer. Dans les Outre-mer. Ah bah oui. Oui. En fait, nous sommes partis du problème des urgences. Hein, oui. Qui sont, à mon avis, révélateurs du dysfonctionnement du système de santé de notre pays. Exact. C'est exactement ça. Alors, bien sûr, je retiens les arguments qui ont été avancés à la fois par Béatrice et à la fois par Charles, à savoir que quand des syndicalistes, en l'occurrence, ce sont des syndicalistes qui attaquent des praticiens, bon, forcément, ça accentue les difficultés que nous avons ici. Sauf que le problème de fond demeure. Le problème de fond, c'est qu'il manque des moyens. Les urgences sont débordées. Et vous aurez remarqué que les autorités hospitalières, c'est-à-dire l'ARS et le préfet, indiquent très clairement qu'il faut éviter d'aller aux urgences. Oui. Sauf que des propositions ne sont pas faites, de propositions très claires, pour éviter que ceux qui viennent solliciter des urgences trouvent une alternative. Parce que quelle alternative? Quand vous allez au truc médical de Clairière, là, la maison médicale, il y a 30 personnes devant vous. Si vous avez un problème sérieux, c'est-à-dire une urgence vitale ou une traumatologie grave, comment vous faites? Vous êtes obligé d'aller aux urgences. Attends, Michel. Oui. Mais c'est ça la difficulté. Il faut une alternative que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc la personne qui a le moins petit bobo et qui... La bobologie. Et qui a peur pour sa vie, eh bien cette personne va aux urgences. Alors que si elle avait une alternative, elle aurait pu faire autrement. Il faut savoir que
Ici, en Martinique, nous avons les mêmes difficultés que l'Île-de-France. L'Île-de-France a 50% de problèmes au-dessus de la moyenne française, de la moyenne des départements, enfin des hôpitaux de l'Hexagone. 50%. Et la Martinique, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'avec les difficultés que nous avons financières, sans compter ce qui a été évoqué, à savoir quelque chose comme 400 millions d'euros de déficit, l'hôpital c'est ça. Donc vous imaginez bien que la complication est là. Et pour régler ce problème-là, il faut absolument que l'État intervienne. Mais l'État n'a pas d'argent. L'État n'a plus d'argent. Donc ce qui fait que nous sommes dans une difficulté majeure qu'il va falloir examiner avec beaucoup d'attention pour essayer de régler le problème. Et nous ne sommes pas sortis de cette situation. C'est très clair, nous ne sommes pas sortis de ça. Et on ne peut pas sortir la planche à billets, je crois. Bon, malheureusement. On peut peut-être aller chercher l'argent de la fraude fiscale. 80 milliards, c'est pas mal. En plus, ça peut financer 2-3 trucs. En plus, le ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, il y a 2 jours, en catimini, a pris l'engagement auprès de l'Union européenne de revenir sur les 3%. Les 3%, de ne pas dépasser 3% de déficit public par rapport au PIB. Autrement dit, il faut s'attendre dans l'année 2024, un des éléments de l'année 2024, et l'Europe a repris son pouvoir qui consiste à contrôler les budgets des différents États, notamment l'État de la France, pour vérifier si les déficits publics, c'est-à-dire l'État, la sécurité sociale, les collectivités, etc., rentrent dans les 3% du PIB. Donc, et ça, c'est un élément important dont les Martiniquais doivent être conscients. C'est non seulement l'État a pris cet engagement, mais l'Europe intervient. Mais ça a une conséquence. C'est notamment la baisse des dotations aux collectivités locales. Mais on ne peut pas arrêter d'envoyer de l'argent en Ukraine ou bien dans tous les pays en guerre ou partout. Utiliser cet argent pour la France. C'est un autre problème. Ce sont des milliards que chaque fois j'entends où il y a tant d'argent qui a été voté pour envoyer dans ces pays-là. Est-ce que l'argent a été envoyé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le budget militaire de la France a été multiplié par 10 à l'horizon 2030. Bon. Oui, enfin. C'est ça. Mais tu as raison, ton observation est juste. C'est que, je reviens à l'idée de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est quand tu enlèves au Parlement le pouvoir de voter le budget par un 49.3. Bon. Le vote du budget, c'est l'expression chaque année de la démocratie. C'est le choix que font les citoyens à travers leurs élus de hiérarchiser les dépenses. C'est-à-dire de dire, comme on ne peut pas tout faire en même temps, de dire nous allons mettre ça en dépense numéro 1, ça en numéro 2, et on va affecter telle somme. Ça c'est d'un côté. Et de l'autre, l'impôt. Bon. L'impôt, contrairement à ce qu'on pense, c'est la possibilité pour les citoyens de financer les besoins qu'ils manifestent. Bon. En tout cas, moi je vois aux États-Unis, le Congrès, je crois, a bloqué l'envoi d'argent supplémentaire pour l'Ukraine. Donc pourquoi pas en France? Ce qui vient de se décider en catimini il y a 2 jours par M. Le Maire avec l'Europe, c'est de déposséder la France de sa capacité budgétaire pour revenir en 2027. Alors, on est beaucoup plus loin, on est à 5,7% du PIB aujourd'hui, de déficit, de revenir à 3%, progressivement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moins de politique sociale. En faisant des coupes dans les budgets, et notamment, on va parler tout à l'heure du RSA, dans les dépenses sociales. Les prix à la consommation augmentent de 0,4% en novembre et de 3,2% sur un an. Oui. Alors, c'est ta partie. Oui. Bon. Alors, pour une fois, quand même, je vais regarder un petit peu la note que tu m'as envoyée, là. L'évolution des prix, depuis plusieurs mois d'ailleurs, en Martinique, est inférieure à celle de la France. Pourquoi? Tout simplement parce que, c'est évident, il y a 2 éléments quand même qui n'ont pas
annihiler l'information. Les prix augmentent, mais ils augmentent moins vite qu'en France. C'est ça, il faut faire attention. Hein. Bon. Il y a d'une part le bouclier qualité-prix, qui quand même a bloqué les prix de 133 produits de première nécessité quand même. Et puis le deuxième élément, c'est le fait que les prix des carburants sont contrôlés. Les prix des carburants en Martinique sont contrôlés et sont fixés chaque mois après une analyse de l'administration, etc. Donc il fait que on a eu un impact du coût de l'énergie moins élevé que la France. Mais nous avons un niveau de prix, c'est l'évolution. Là, ce que tu dis là, c'est l'évolution des prix. Mais on a un niveau de prix qui est quand même supérieur à celui de la France, de 14% en moyenne et de 40% en ce qui concerne les produits alimentaires. Donc, globalement, on peut dire que nous sommes entre 30 et 42% de plus que les prix qui sont pratiqués en France hexagonale. Exactement. Je parle du niveau. Hein. Oui, bien sûr. Bon, ce que tu as évoqué, c'est une note de l'INSEE qui donne l'indice des prix du mois de novembre. Bon. Et qui dit que sur une année, en mois de novembre 2023, les prix ont augmenté de 3,2% par rapport à novembre 2021. Bon. Et alors qu'en France, pour la même période, les prix ont augmenté de 3,5 ou 3,6. Alors nous avions une ménagère qui regardait les prix à la Martinique, qui faisait des photos, des images. Elle comparait en France. Bon, il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, cette ménagère. Mais, Icam, je meurs dans les supermarchés. Vous vous moquez de moi? Non, mais je vous assure, attendez, moi je sais pas c'est quoi cette blague de 3,2. Hein. Je sais pas quelles sont les marchandises. Alors, je fais attention. Non, mais messieurs, je fais attention à tout. Je vous assure, je divise, je fais attention à tout. Alors la dernière fois c'était marrant parce que c'était la période de fin d'année, donc nous garder pour acheter saumon. Mais il y a un vacabonnagerie prix. Alors t'as là, la barquette est grande comme ça, mais en fait t'as 200 grammes, 250 grammes, une barquette là grande comme ça. T'en as une, elle est petite comme ça, mais en fait c'est 400 grammes. Et puis après quand tu regardes au kilo, et les gens se font avoir. Évidemment la barquette elle est grande comme ça, mais il y a que 200 grammes et il y a marqué 14 €. Donc les gens prennent parce qu'ils ont l'impression qu'ils achètent une grande barquette. Alors que la petite qui était comme ça, où il y avait 400 grammes, elle était en effet à 12 €, quasiment le même prix, mais en fait, ça donnait... Et 40 € de différence au kilo, quoi. Pour la même marque. Mais là, on fait que le consommateur... Il faut quand même que le consommateur... Oui, apprenne. Parce qu'il y a quand même une réglementation, je m'excuse, hein. Oui. Il y a quand même une réglementation qui impose de déclarer le prix au kilo. Oui, bon, et la plupart du temps, c'est fait. Le prix de la barquette, mais il y a marqué le prix au kilo. Donc, tu compares les prix au kilo. Oui. Et tu fais un achat. Parce que rien n'empêche aussi le consommateur d'être un petit peu avisé. Oui, ça c'est... Bon. Non, mais il y a une responsabilité, c'est clair. Mais quoi qu'il en soit, restons là, je parle de produits de luxe et qui ne sont pas indispensables. Mais même sur le non indispensable même sur l'indispensable, on a quand même une augmentation qui est significative. Pourquoi les prix n'ont pas augmenté pareillement? Enfin, nous a dit 40, 50 pour certains articles, 200, 300, 400% de plus. Qui ça y est, les mettait en plisse? Mais nous pouvons arriver à acheter, même nous qui gagnons la vie de nous correctement, nous pouvons arriver à acheter. Elle est là aussi. Comment vous voulez, alors que vous êtes déjà là, pratiquer? Mais on est déjà au taquet, on est déjà là, on nous citronne, c'est appli prend l'argent en poche nous. Et attention, je le dis à mes compatriotes, attention, nous toujours qu'à dire, c'est Béchéa. Les compatriotes, nous pas mieux, hein? Parce que mon cas, des qualités qu'à pratiquer dans des boutiques, sur des marchés, des machins, faut qu'on arrête. Donc actuellement t'as là qui vendent, les gens qui vendent ont décidé, c'est appli prend l'argent en les mounes. D'accord? Appli mettez poche-li en fond. Oui. Bon, il y en a beaucoup. Non mais je m'amuse, enfin en quelque sorte. C'est l'expression. Si c'était pas tragique, bon. C'est tragique. Je vais en supermarché en saison touristique et puis j'observe les touristes. Ils regardent dans les rayons et puis on voit non mais c'est pas ça, on voit leurs yeux s'écarquiller comme ça, tu vois. Ils se disent mais c'est pas possible. Le même truc que j'achète en France,
vaut 3 €. Ici, c'est 6 €, mais c'est pas possible. Ils n'arrivent pas à ils n'arrivent pas à se rendre compte de ce qu'effectivement, le pays, ils sont médusés. Mais franchement, le problème pour nous, c'est que nous n'arrivons pas à appréhender la composition des prix. Il y a une sorte d'opacité sur ça. Alors, il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Mais le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à justement composer le prix. Pourquoi? Parce que les capitaines du commerce, je l'ai dit ici, me semble-t-il, il y a quelque temps, les capitaines du commerce pratiquent l'opacité. Ils ne veulent pas donner le prix. Ils ne veulent pas dire comment se composent les prix, comment ils fabriquent leurs prix. Donc, automatiquement, on ne peut pas lutter. C'est évident. Alors, on ne connaît même pas leur chiffre d'affaires. On ne connaît pas leur chiffre d'affaires, exactement, on ne connaît pas. Alors, le SIOM, le fameux SIOM, là, le comité interministériel des Outre-mer, qui s'est penché sur les différents problèmes des Outre-mer. Le SIOM dit quoi? Le SIOM dit les prix sont... L'éloignement sont liés à l'éloignement, sont liés aux intermédiaires, mais également à l'octroi de mer, parce qu'ils ont besoin d'attaquer l'octroi de mer. Alors que quand on sait que l'octroi de mer, franchement, l'octroi de mer... l'essentiel de l'activité en Martinique, c'est les services. Enfin, je parle sur le contrôle de quelqu'un qui s'y connaît, pas qu'un peu d'ailleurs, ce sont les services. Bien sûr. Donc, l'octroi de mer n'intervient au titre de la surrenchérissement des prix que pour très peu, 2-3% à peu près. Ça a été, d'ailleurs, Philippe Saint-Cyr, avec qui j'ai travaillé sur ça, il est très clair là-dessus. Bon, ça n'intervient pas dans le surcoût de manière fondamentale et de manière absolue. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher la difficulté ailleurs. Mais le gouvernement va commencer par dire c'est l'octroi de mer, et deuxièmement, c'est les 40% des fonctionnaires. Clairement. Donc et ça fait un moment qu'ils essaient d'attaquer les 40% en disant que c'est ça qui crée les surcoûts, plus l'octroi de mer. Donc tous les avantages que nous avons dans ce pays, parce que il faut savoir que les 40% sont réinvestis ici en Martinique. C'est-à-dire que le fonctionnaire qui a 40%, il peut se payer effectivement un jardinier, quelqu'un qui lui fait le ménage, etc. Donc il crée de l'emploi. Mais le gouvernement ne tient pas compte de ça. Il dit qu'il faut supprimer ces 40%. Alors, bien sûr, la Martinique résiste. Les Outre-mer résistent de manière générale. C'est pour ça que ça n'a pas encore été effacé. Mais franchement... l'octroi de mer et les 40%, moi je suis très interrogateur sur ça parce que moi je pense qu'à un moment ou un autre, ils vont nous enlever tout ça. Alors je ne sais pas comment ils vont financer les collectivités locales, hein. Je ne sais pas comment. Donc de toute façon, il y a une régulation qui va se faire, une modification de l'octroi de mer qui va se faire, qui va intervenir en 2027. C'est demain, hein. Oui. En 2027. Tout à fait. Donc ça veut dire que nous, si nous ne nous mettons pas vent debout contre toute tentative de nous enlever un avantage, parce que c'est un avantage, c'est nous qui payons l'octroi de mer, et nous le payons de manière très claire, puisque ça protège notre production locale. Et ça finance nos collectivités. Je viens de le dire. Donc pour ces deux raisons-là, il faut faire très attention à ce qui va se faire d'ici à 2027. Ouais. Non mais alors, si tu permets que je dise quelque chose, pardon, excuse-moi. 3 éléments. Non. Premier élément, on parle souvent de géographie cordiale. Moi, Michel, tu vas éclairer les téléspectateurs en l'expliquant mieux que moi, ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat. Les pays voisins, à parité de pouvoir d'achat, consomment parfois les mêmes produits que nous, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité de financement et de consommation, comme nous-mêmes, sauf que certains produits coûtent beaucoup moins cher chez eux, avec leur monnaie, par rapport à nous. Enfin, j'ai des amis Saint-Lucien qui me disent combien ils paient la bouteille de whisky, là-bas, et combien je la paie moi ici. Ici, c'est 3 fois plus cher. Et donc, très franchement... Pour le même produit. Pour le même produit. Je ne vais pas donner de nom, mais pour le même produit. Alors, je ne peux pas parler de rhum parce que notre rhum est meilleur et je ne le compare pas avec les autres. Tu peux parler de Johnny Walker. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je crois que tu allais parler de JB. Non. Johnny Walker Black Label. Non, Johnny Walker Black Label. Bon, le Black Label. On parlait de Brival. Mais non, mais... Excuse-moi, une anecdote. Moi, t'es allé... Saint-Georges. Moi, t'es allé à Brival. Bon, moi, Johnny...
Et me mettre à virer après, m'en dire Walker. Eh bien, non mais, attends, une bouteille de Johnny Walker aujourd'hui, Black Label, c'est 55 €. Alors ici, alors que chez les pays voisins, eh bien, mais non, mais c'est l'équivalent de 19, 20 €. C'est ça, c'est-à-dire 23, 24 $. Mais c'est quasiment 2 fois et demi de moins. Et alors, il y a bien évidemment la TVA, mais bon, il faut arrêter aussi un petit moment. Et moi, je crois certainement qu'il y a des situations oligopolistiques qui pratiquent le prix qu'ils veulent et qui nous cassent le bras. Clairement. Et moi, je crois franchement que cette géographie cordiale-là, le jour où on va pouvoir la mettre en application et qu'on pourra aller faire ses emplettes chez les voisins, eh bien, on aura un petit peu de paix à ce niveau-là. Et pour répondre à Béatrice, alors quand je vois la plaquette de saumon à 14 € pour 200 grammes, eh bien, moi, j'achète la morue. Je fais bouillir ma morue, je la dessale, et puis je fais une chic taille de morue, et puis j'ai 2-3 pots. C'est comme des rançons, j'ai 2-3 pots, et puis ça me fait 3 semaines, 1 mois. Et voilà. Absolument. Tu sais, c'est une question d'adaptation. Ou une rillette, enfin... Et c'est production locale. Et c'est moi qui le fais. Non, mais ce que je veux dire, c'est de la morue importée, bien sûr, mais où je veux en revenir, c'est qu'à un moment donné, je vois le type me taper de le portefeuille, je lui dis, tirez dans mon poche. Ouais. Mais ce que tu dis là sur les prix, ce que tu dis là sur les prix, ça se fait aussi en France. Il y a les gens qui sont dans le sud de la France vont acheter les cigarettes dans les pays à côté, en Espagne. Ceux qui sont de l'autre côté, du côté de l'Allemagne ou là-haut, les gars font quelques 100 km pour aller une fois par semaine faire les courses. Maintenant, je te traite un petit peu. Pardon. Non, vas-y. Je parle au plaisancier que tu es. Bon, les gars, quand ils vont là-bas, la seule peur, c'est de se faire gauler par les douaniers. Parce que pourquoi avec des sacs de whisky? Non, mais c'est ça. Je veux juste rajouter quelque chose, hein, mais je serai très rapide, Michel. Le BQP, on a mis le bouclier qualité-prix. Tout le monde fait des efforts. La CTM fait des efforts, sur l'octroi de mer notamment. Les capitaines du commerce font un effort, parce que 133 produits, ils font un petit effort. La seule personne qui ne fait pas d'effort, c'est l'État. C'est l'État. Parce que l'État aurait pu diminuer. Et la CGM. Ils ont fait la CGM fait des efforts. Ils sont encore à 500 €. Mais oui, c'est ça. La CGM fait des efforts. Bon, mais c'est l'État. Et c'est pour ça que l'État dit, attention, c'est vos 40% qui se renchérissent, et puis c'est votre octroi de mer. C'est pour ça, parce que l'État ne fait, c'est la seule entité qui ne fasse pas des efforts au titre du BQP, c'est l'État. Ouais. Bon. Donc on sait maintenant quelle est la durée. Oui, pardon. Alors, pardon. Juste, je rappelle, parce que c'est l'État, mais encore une fois, il y a parfois des opportunités et des opportunistes fiscaux. N'oublions pas ce qui s'est passé lorsque la TVA de la restauration a baissé en France de 20,6 à 5 et quelques. 5,5. On n'a pas vu le prix de la restauration baisser, hein? Donc c'est les propriétaires qui... Bon. Voilà. On a vu au contraire les prix augmenter, où c'est dit depuis qu'à les restaurants ici, comme d'ailleurs ailleurs, que tout le long c'est restaurants étoilés, hein? Parce que si les gens n'arrivent pas à te prendre 50 €, sauf fast-food, mais si on n'arrive pas à te prendre 50 € par tête de pub dans un resto, les gens ne sont pas contents maintenant. Hein. Très bien, Michel, tu voulais dire? Non, deux mots. Le premier mot, une mauvaise nouvelle, c'est qu'avec les tensions guerrières qu'il y a dans la mer Rouge, et qu'il faut que les bateaux ne passent plus par le canal de Suez, qui sont obligés de passer par contourner l'Afrique. Le cap de Bonne-Espérance, n'est-ce pas? C'est bien ça. Bon, la CGM, hier, a annoncé qu'elle va doubler ses tarifs de fret. Tous. Okay. En fait, tous. Merckx, tout le monde. Tous. Bon, ça, c'est une première chose. Et le problème, en réalité, c'est que le coût du pétrole, c'est là que tu vois, c'est Bougla qui a tout fait. Le coût du pétrole, qui pourrait expliquer le renchérissement du fait de passer par le cap de Bonne-Espérance, par la corne de l'Afrique, est compensé par le fait que dans le canal de Suez, ce qui coûte cher, ce sont les taxes. Donc, par conséquent, les compagnies maritimes, pour ne pas payer les taxes, préfèrent passer par le canal, le cap de Bonne-Espérance, payer plus cher le pétrole, le fioul,
puisque c'est le fuel qui fait partie. Et en même temps, eh bien, ça va alimenter, ça va permettre aux États-Unis d'envoyer ces porte-avions en mer Rouge pour nous faire une bonne petite guerre qui va faire monter. Alors, ils ont commencé, ils ont coulé écoute, navires. Si tu suis les cotations, eh bien, depuis 3 jours, le prix du pétrole, ça va se répercuter en Martinique. Il a commencé à remonter. Hein. Bon, voilà. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas, nous sommes en Martinique, mais nous ne sommes pas hors du monde. Hein. Ben ça c'est clair. Et les pratiques anticoncurrentielles, que l'État devrait sauver. Je suis désolé d'attaquer l'État, j'ai travaillé à la préfecture. Donc tu les connais bien. Je les connais bien. Les pratiques anticoncurrentielles, et les douanes, etc., personne ne bouge sur ces... Mais le problème... vous n'avez, tu as retraité, mais vous n'aviez pas les moyens, effectivement, de contrôler ces prix-là, alors que c'était l'objectif principal de ces services, la douane et répression des fraudes. On n'a pas les moyens juridiques parce que les gouvernants ont décrété la liberté des prix. Donc, et à une époque, on pouvait connaître, quand je suis entré dans l'administration, on pouvait connaître la décomposition des prix dans les départements d'outre-mer. Donc on ne peut plus, l'État a organisé son ignorance, son incapacité, s'est désarmé face aux capitalistes. Très bien. Okay? Voilà. Alors, pour revenir sur ce que tu disais sur les bouteilles de whisky venant des autres pays, j'ai remarqué que lors des croisières, les gens achètent beaucoup à l'étranger et ils reviennent. Et j'ai remarqué que de plus en plus, il y a des douaniers à l'arrivée des bateaux de croisière. Mais bon, on a droit à un certain nombre de bouteilles quand même. Mais c'est vrai que ça attise. Hein, les gens se disent, après ça là, manque après. Mais attends, on part de la Martinique, on est en Guadeloupe le lendemain, les prix ont déjà chuté de je ne sais pas combien de pourcents. Le même produit alcool que tu vois ici, comment on appelle ça encore, en duty free. Quand tu vois le duty free de la Guadeloupe, c'est... En duty free? Oui, en duty free. Bon. Et en Guadeloupe, parce que le duty free de Martinique, il est plus cher qu'au supermarché. Bon, je te laisserai souvent ça. J'ai pas voulu le dire. Mais c'est un gag. Mais non, mais j'ai pas voulu le dire. Mais même là, c'est un gag. Vous allez dans un magasin hors taxe à l'aéroport où tout juste censé fait affaire. Ça, c'est vrai. Là, chef, c'est le supermarché. Mais de qui se moque-t-on? Quand je vous dis, c'est appli prend en poche nous. Vous pouvez pas même dire, tiens, j'ai oublié de prendre la bouteille de rhum. Vaut mieux aller au supermarché acheter une bouteille de rhum pour amener à quelqu'un que la prendre en duty free. C'est tout à fait vrai. Et cette histoire de ne pas passer avec des trucs là, c'est pour permettre au duty free de bien fonctionner. Normalement. Alors, passer le permis de conduire à 17 ans, est-ce que ça vous parle? C'est désormais possible depuis le 1er janvier. Bon, ça fait partie des mesures cosmétiques qui permettent à Macron de se faire une popularité à bon compte. mon avis. Je peux donner quelques chiffres? Oui. Je n'ai rien contre les jeunes. Hein. J'enseigne nos jeunes, donc... Alors, est-ce que vous êtes capable de taper sur votre clavier téléphonique, faire un SMS ou un WhatsApp, sans regarder? Oui. Tu es capable de dire ça, donc tu es jeune. Parce que mes élèves te parlent en te regardant, mais ils font un message. Hein. D'accord. Alors que moi, il faut que j'ai le... Bien sûr. Non, je peux faire ça. Non, mais Et voilà. même en regardant, tu fais des erreurs. Eh ben voilà. Eh ben, donc... Désolé les vieux. Hein. D'où... Oh. Non, mais t'as bien raison. Et si tu fais attention, si tu envoies des conneries. Mais voilà, exactement. Exactement. En plus. Eh bien, bon. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que leur facilité, leur aisance de manipulation de ces engins-là est telle qu'ils le font en conduisant. Et c'est là que je vais venir à l'insouciance de la jeunesse. Et moi, je crois très sincèrement, comme disait Michel, qu'il y a des décisions qui sont de mauvaises bonnes idées. Ouais. De mauvaises bonnes idées. Pourquoi? Alors, je donne des chiffres. Hein. Les statistiques de la Matmut, je précise mes sources. C'est une assurance. Voilà, c'est une assurance. Les 18-24 représentent 8% de la population, mais 16% des morts par accident de la circulation. Première cause de mortalité de handicap chez les jeunes. Deuxième élément, 20% des jeunes de 18-24 ans reconnaissent avoir pris des stupéfiants avant de conduire. Troisième élément, 39% des jeunes reconnaissent conduire trop vite, contre 27% pour les autres conducteurs.
la conduite trop vite. Hein. Quatrième élément, 56% des accidents mortels des 18-24 ans surviennent la nuit, contre 36% pour les autres. C'est la fatigue et les sorties nocturnes. Autrement dit, vous savez que le jeune, c'est un animal nocturne. Bon, l'alcool. Et puis, bien évidemment. La fatigue, les stupes. Voilà, exactement. Donc, quand on voit ces chiffres-là, on se dit qu'il ne s'agit pas d'interdire pour interdire. Alors, la reconnaissance d'une chose, c'est que les jeunes femmes, les jeunes filles sont beaucoup moins accidentogènes que les jeunes garçons. Mais pas seulement les jeunes filles, les femmes en général font moins d'accidents que les hommes. Tout à fait. Exactement. Non, mais je... parce que moi, j'ai quelqu'un que je connais qui aime bien dire « Ah, femme au volant, mort au tournant », sachez quand même qu'il y a plus de morts avec des hommes qu'avec des femmes. On le sait. Donc, merci Mano. Non, mais le plateau devient féministe, j'adore. Écoute, reconnaître la qualité des femmes, ça a toujours été un credo du plateau, n'est-ce pas, Michel? Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, fausse bonne idée, pourquoi? Et mesures cosmétiques, entre 18 et 17 ans, c'est quoi? Deuxième élément, quand on voit les risques que cela fait. Parce que conduire, c'est être responsable, avoir un degré de maturité. Il y a des jeunes à 15 ans qui ont ce degré de maturité, et puis il y a des jeunes à 25 ans qui ne l'ont pas. C'est vrai. Ouais. Mais je crois très sincèrement que les statistiques montrent qu'il vaudrait mieux laisser la maturité s'imprégner. Peut-être pas la jeunesse du point de vue de l'âge, mais en tout cas l'expérience, ou alors des systèmes de causalité du genre, est-ce que vous avez un emploi, ou est-ce que vous êtes mère de famille, ou est-ce que... Parce qu'on peut être jeune et être responsabilisé et avoir à emmener ses enfants, etc. Bon, ben voilà. Tandis que là, l'automaticité ne me semble pas une bonne mesure. C'est la matmut. M-A-T-M-U-T. Alors, pour apporter quand même un petit bémol à ce que dit Charles, il ne faut pas oublier que c'est des jeunes qui ont pratiqué la conduite accompagnée, qui peuvent passer leur permis à 17 ans. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui, oui. Ah, ça c'est pas dit, j'ai pas entendu ça. Non, mais ça, c'est... Ça, je ne savais pas. Vous allez voir le texte. Vous allez voir le texte. Et de plus, il faut rajouter que la faute pénale est associée aux jeunes qui conduisent. Et puis la faute civile, c'est les parents. Parce que les jeunes sont mineurs. La faute pénale, la faute civile. Non, ça veut dire que si le jeune tue quelqu'un, c'est lui qui a la geôle. Oui. C'est pas ni papa ni maman. Tandis que le dédommagement des personnes qui ont subi un sinistre, etc., eh ben, c'est les parents qui payent parce que le jeune est mineur. Et s'il est mineur, il est assuré sur son nom. Ah. Il est assuré sur son nom. D'accord. Donc automatiquement, ça le responsabilise quelque peu. Mais nous sommes face à une évolution sociétale, hein, simplement. Bon, c'est vrai que, comme vous dites, c'est cosmétique, et puis bon, etc., etc. Oui, bon. Et puis, les statistiques que tu as viennent d'un assureur. Oui, d'un assureur. Cependant, moi, je pense qu'au bout d'un certain temps, il va falloir évaluer le taux de morbidité routière et de mortalité, parce que c'est ça. La Matmut a fait son petit calcul, certes, mais je pense qu'il faut faire quelque chose de plus grande ampleur. Oui. Et peut-être, si ça se trouve, revenir sur cette mesure-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une évolution sociétale. Rappelez-vous, qui ramène la majorité de 21 à 18 ans. Bon, pour des raisons électorales. 74, oui, mais forcément. Mais il n'empêche que plus on avance et plus on se rend compte que bon. Et puis il ne faut pas oublier que cette mesure-là, c'est surtout pour combattre les problèmes de transport public. Les difficultés que les jeunes des milieux ruraux en particulier. C'est vrai. Et la Martinique est tellement concernée par ça, parce que... Tristement. Vraiment, le problème du transport, enfin, Béatrice, je reviens sur ton sujet de prédilection, mais c'est vrai que face à ces problèmes de transport, parce que le jeune ne peut pas aller se former, il ne peut pas aller travailler facilement avec un transport en commun qui est déliquescent. Donc c'est pour même ça si le TCSP est gratuit entre le Lamentin et Fort-de-France. Oui, mais il est gratuit. C'est ça, il est gratuit. Non, mais il est peut-être gratuit, mais enfin, il ne l'est pas. Non, mais je suis au conseil d'administration de Martinique Transport, je peux vous en dire quelque chose. Nous y sommes tous les deux. Exactement, nous sommes tous les deux. Les gens payent, il n'est pas gratuit, mais est-ce que les gens payent? Oui, les gens ne payent pas. Parce qu'il paraît que lorsque quelqu'un paye,
il y a 10 000 perdus qui le regardent et qui ne sont pas contents. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Donc, sauf que le problème... Mais il faut autant dire que c'est gratuit. Le problème principal, c'est la capillarité. Comment tu fais pour arriver au TCSP? C'est ça. Moi, j'habite tout près, j'habite sur les hauteurs de Gondo, là. Mais si je veux me passer de mon véhicule pour aller chercher le TCSP pour descendre à Fort-de-France, je suis en difficulté. Bien sûr. Je ne vais pas marcher 2 ou 3 kilomètres pour aller chercher le TCSP. C'est impossible. Donc, c'est notre problème. Enfin, bon, Charles et moi, nous sommes au conseil d'administration de Martinique Transport. On discute de ça tout le temps. Mais... On est découvert. Mais si vous voulez, concernant ça, j'ai été pendant une dizaine d'années moniteur d'auto-école. Ah bon? Donc j'ai enseigné donc, la conduite aux jeunes, aux moins jeunes, plus âgés, tout ça. Le problème chez certains jeunes, c'est qu'ils sont tellement chauds, ils sont tellement pressés de tout. Tu regardes, tu leur expliques comment tenir un volant, mais c'est la main dans le volant, c'est bailler-bois, faire dérapage contrôlé, c'est faire un certain nombre de choses. Peut-être que c'est la jeunesse qui les pousse à faire ça. Oui, c'est ça. Mais tu ne crois pas, c'est bien dire, comme moi, j'ai mon permis depuis 50 ans, ça vous donne une idée de mon âge. Tu l'as passé à 10 ans. Mais avant de passer mon permis, je conduisais déjà. Je conduisais la voiture de mes parents. Bon, mon a fait des petits chapes, etc., puis je conduisais, mais j'étais bon conducteur. Et quand je suis arrivé pour mes leçons de conduite, alors je me rappelle, je descends la rocade, parce que la rocade était déjà faite à cette époque, et puis ma passe en bois en 4e. Il y avait 4 vitesses à cette époque. 4e. Le moteur m'a dit attention, on va rester en 3e, s'il vous plaît. Pour utiliser le frein moteur. La main dans le volant, c'est ça. Voilà. C'est bon. Non, mais c'est vrai, parce que ça, c'est ce que tu viens de dire là, c'est très important. Le nombre d'heures de conduite, en fait. Le jeune arrive, il veut passer le permis tout de suite. Il dit, déjà bon. Par contre, moi, je fais tout comme toi. Moi, j'ai appris à conduire le tracteur chez ma maman. Donc, quand j'avais 18 ans, j'ai roulé ma moto sans permis, certes. J'ai roulé des voitures sans permis, mais j'avais déjà une expérience assez longue. C'est ça. J'ai pas pris des véhicules et je me suis mis à rouler comme un fou. J'ai pratiqué dans les champs au Gaumont avant d'aller sur la route. Aujourd'hui, le jeune il veut prendre 5 heures de leçon et puis il veut aller au permis. Il faut que tu l'emmènes au permis tout de suite. Et quand tu vois comment ça se passe, même là, on parle de l'enseignement de l'auto-école, ça a pris du plomb dans l'aile aussi. Quand tu regardes comment aujourd'hui on passe le code, dernièrement, je connais quelqu'un qui a été passer le code dans une salle obscure, je crois. Elle était toute seule. Elle a fait 35, tout ça, elle a réussi, mais il n'y a pas d'enseignement. Enfin, pardon, je dis ça, mais en tout cas, c'est l'expérience. C'est automatisé, quoi. C'est automatisé. C'est l'expérience que je retiens de ces 10 années de moniteur d'auto-école. Oui, Béatrice. Alors, sur ce passage à 17 ans, je viens de vérifier. Non, en fait, il ne faut plus. C'est 17 ans révolus. Voilà. Tu peux désormais avoir le permis. Et ils disent d'ailleurs qu'il était sans la conduite accompagnée. Donc, c'est 17 ans. Dont acte. Voilà, dont acte, 1er janvier 2024. 17 ans révolus. En revanche, il faut, normal, il faut avoir eu le code toujours. La règle, c'est d'avoir le code de la route avant. Moi, ce que je remarque pour chez nous, parce que je reste un peu chez nous, ça va faire quoi? Ça va vendre plus de voitures. Oui. Elles vont rouler où ça? Rouler sur un périmètre routier qui est déjà hyper saturé. C'est ça que ça va provoquer. Ça va provoquer des gamins qui, au lycée, avant on avait les postes lycéens, ceux qui étaient en BTS, ou ceux qui avaient marqué en prépa, machin, et puis ça veut dire qu'au bac, au niveau du lycée, ou peut-être même un peu avant pour ceux qui ont redoublé, on va avoir maintenant des batteries. Enfin, préparez-vous, la CTM. Il va falloir peut-être mettre des parkings si le permis, ça a 17 ans. Parce que les gamins, moi, j'ai une collègue, elle sort de Rivière-Pilote pour emmener son gamin jusqu'à Fort-de-France, ou parfois elle l'emmène à Carrère pour qu'il prenne le bus. Enfin bon, à 17 ans, si les gens ont la possibilité à 17 ans de faire en sorte que leur enfant ait le permis et la voiture, ils vont plus se casser la tête. Et puis pareil, les transports scolaires, il va falloir prévoir. Parce qu'il y a probablement des transports scolaires qui vont être vidés et remplacés par des voitures. Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle pour notre transport public.
Voilà, une mauvaise nouvelle pour notre transport public, une mauvaise nouvelle pour les finances des Martiniquaises et des Martiniquais, une mauvaise nouvelle pour la saturation des routes qui ne sont pas conçues pour une densité et une présence d'autant d'automobiles que celles que nous avons. Et puisque nous avons, et qu'ils l'ont dit eux-mêmes, 2 conseillers qui siègent à Martinique Transport. Nous allons pouvoir donc, mes chers compatriotes, leur poser quelques questions, puisque j'ai vu qu'il y avait 12 lignes pour lesquelles, de façon ubuesque, on remerciait les gens. C'est une honte d'écrire ça. On écrit sur le site du service public de transport. Tu as fait ton petit mot à la ville de Fort-de-France. Je vais faire mon petit mot par votre intermédiaire à Martinique Transport. Donc, Martinique Transport, 12 lignes quasiment de supprimer. Et donc, on annonce telle ligne, telle ligne, telle ligne, telle ligne, la 300 ceci, la 300 plus, des fusions de telle ligne. Nous vous remercions pour votre compréhension. Bien. Non, c'est scandaleux. Déjà, on s'excuse, on présente ses excuses, mais on ne peut pas dire aux gens qu'on les remercie de leur compréhension de leur avoir supprimé du service public. Mais on aura d'autres occasions d'en parler, évidemment. Je remarque que ceux qui vendent les voitures, vendent des pneumatiques, vendent l'essence. Tout. Le cas vend tout. Ce sont les mêmes. Et vous avez intérêt à prendre position, sinon on va dire que vous bien sûr, travaillez pour les lobbyistes d'automobiles. Très simplement, Béatrice fait remarquer quelque chose. Raphaël va confirmer avec moi-même qu'il y avait un souci dans la délégation de service public qui concernait la concomitance de la durée accordée à l'exploitant et puis de la durée de vie de son bus. Et en fait, on lui donnait il me semble que c'était 8 ans d'exploitation et le bus, il durait 6 ans. Et les 2 dernières années, il y avait une telle difficulté d'entretien, d'approvisionnement de pièces, etc., que forcément, à un moment donné, il y avait un hiatus entre l'impossibilité pour l'exploitant de... On vous a couillonné. Non. Mais ça s'appelle du renouvellement de matériel. Eh bien, donc, c'est prévu dans le contrat et on paye le renouvellement. Laisse-moi finir. Avec le président Zobda, aujourd'hui, il y aura concomitance de ces contrats-là. Il y aura concomitance entre le changement du contrat de service public et puis le changement du véhicule. Parce qu'auparavant, ça n'était pas le cas. Voilà. Dans quel contrat c'était pas le cas? Mais non, monsieur, ça fait des années qu'on fait des contrats de service public. Tout le monde fait la même chose. L'obligation que vous avez, c'est une obligation d'âge moyen du parc. Oui. D'accord? Donc l'âge moyen du parc, ça veut dire que les moulins peuvent aller chercher. Alors ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire une délégation de service public, il y a des bus neufs. Vous faites quoi? Des bus... ben voilà. Non. D'accord? Bon. Je dis, à chaque fois qu'il y aura un renouvellement du contrat, oui, effectivement, il y aura un changement de bus. Il y aura un changement de bus parce que la durée j'ai envie de dire, d'exploitation optimale du véhicule, et quand arrivé, on change le bus. Oui, du coup, c'est quoi le risque pour le prestataire? Du coup, il n'achète plus les bus. Non, mais Béatrice, les problèmes qui naissent là, les droits de retrait qui sont pratiqués par les... Ça, c'est les gens de ça. Vous savez très bien d'où ça sort. Mais vous savez très bien que c'est des pratiques mosaïquiennes de longue date. Mais il n'empêche qu'on se retrouve bloqué avec des grèves à n'en plus finir parce qu'on estime que le bus, le frein ne marche pas, le pneu, je ne sais pas trop quoi. Oui, quand il y a ça, regarde s'il n'y a pas un match Marseille à la télé. Donc, je suis d'accord avec toi que les politiques ne peuvent pas être responsables de tout. Absolument. Non, voilà. Mais par contre, il faut être suffisamment aguerri pour comprendre le système. Et la réalité du système, je suis désolée de vous le dire, la réalité du système, c'est que lorsque l'on négocie un contrat, notamment lorsque l'exploitant doit fournir le matériel, on lui donne la capacité d'avoir un âge moyen de parc, c'est-à-dire de faire varier la part de véhicules d'occasion, d'accord, qui vont rentrer dans le contrat, et la part de véhicules neufs. Et donc, il y a dans le contrat une annexe qui s'appelle plan de renouvellement du matériel. Et donc, c'est payant, Le transporteur te dit de combien de matériel de renouvellement il va avoir besoin, combien lui coûte aussi l'entretien du véhicule, mais pas nippon spécialiste pour conseiller les moulins. Quand il dit l'auto en panne, achetons l'autre. Béatrice, tu sais que moi, quand je travaillais à la préfecture, j'étais chargé des marchés publics massifiés, c'est-à-dire que je passais des marchés pour l'ensemble des administrations d'État dans le département. Le service du Premier ministre écrivait au préfet pour lui dire, écoutez, vous devez vous séparer de vos véhicules
au bout de 6 ans, dans la 7e année, enfin entre 6 et 7 ans, ou encore 120 000 km. Parce qu'ils étaient conscients de ce que ça te coûtait plus cher d'entretenir ce véhicule qui était âgé de plus de 6 ans, 120 000 km, que de changer le véhicule. On te conseillait d'acheter des véhicules neufs. Voilà. Donc, c'est tout ça pour te dire que pour les bus, ça doit être un peu pareil. Alors, moi, ce que je te propose, Béatrice, demande à l'Espace Sud de faire un détachement de Béatrice Bébé. Jamais pas. Pour aller leur donner un coup de main. Non, on m'a mis au placard. Quand j'ai commencé à travailler sur le transport à Martinique Transport, on m'a mis au placard. Ça n'a dérangé personne d'avoir que des personnes qui n'étaient pas compétentes sur la matière. Ça ne dérange toujours personne. Mais j'ai travaillé à Martinique Transport, sauf qu'on m'a mis au placard. Mais c'est plus la même équipe. C'est plus la même équipe. Hein? Donc, non, merci, ça va. Bon, la Grégory nous fait comprendre qu'il faut arrêter. Adieu Pôle emploi. Bonjour France Travail. Quel est le changement pour les travailleurs? Alors là, qu'est-ce que vous en pensez? Avoir changé de nom, est-ce que ça va donner plus de travail il suffit de travailler la rue, c'est bien connu. C'est ça la vision la rue. C'est ça la vision du président Macron, c'est que on dit pas qu'il faut de l'emploi, il faut que les gens aillent travailler, parce que les gens ont envie de dignité. Moi, j'ai envie de le dire. Vous savez, à chaque fois qu'on croise des gens qui viennent nous solliciter pour quelque chose, souvent c'est Ishma Kachesh en travail, sous panier, en petit bagaille, ou des gens qui viennent vous dire je suis qualifié de telle et telle façon, est-ce qu'on peut vous envoyer un CV ou un machin si vous pouvez faire quelque chose. C'est-à-dire que faire croire qu'il y a une espèce d'armée, puisqu'il faut réarmer, d'armées de fainéants qui sont contents de vivre d'indemnité chômage ou de RSA dans ce pays, c'est malheureux. Et puis faire croire que l'on peut faire rentrer une boule dans le trou d'une aiguille, c'est du n'importe quoi. Il y a globalement en France aujourd'hui, il y a 9 millions de chômeurs environ, peut-être un peu moins. Maintenant, ça a diminué. Alors ça a diminué. J'ai donné oui, parce qu'il y a plein d'apprentis. Donc les jeunes apprentis sont comptés comme des salariés maintenant. La réalité, c'est qu'il y a évidemment moins d'emplois qu'il n'y a de chômeurs. Alors faisons court rapidement sur ce sujet-là. Rapidement, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils essaient, avec les missions locales, alors bon, avec l'État, bien évidemment, France Travail, les missions locales, Cap Emploi pour les personnes handicapées, l'État et les collectivités, ils essaient de faire un guichet unique en amont donc de l'orientation pour la demande d'emploi, de manière à ce qu'ils aient des critères communs pour ventiler les demandeurs d'emploi dans les, entre guillemets, bons services ou alors vers les bons emplois. Mais ça, c'est encore une fausse bonne idée. Quand on dit qu'il faudra 15 heures hebdomadaires d'activité obligatoire pour obtenir de l'RSA. Quand la maman s'occupe de 2 enfants à la maison, que deviendront ces enfants-là? Il faudra bien qu'elle les confie. Non, ça fait partie des exceptions. Ouais. Il y a des exceptionnalités. Ouais. Donc, mais il y a énormément d'exemples qui montrent que l'obligation de donner 15 heures d'activité est une véritable pelote de laine, parce que les 18 territoires dans lesquels on a expérimenté n'ont pas encore fini leur expérience, que déjà ils appliquent... mais c'est au 1er janvier 2025. Non, mais ils ont l'intention de... Oui, mais eux, dans les 18, là, mais sinon, pour le reste de la France, c'est au 1er janvier 2025. D'accord. Et donc, la suite de cette expérience-là, de cette expérimentation-là, montre qu'il y a pas mal de territoires qui ont déjà abandonné. Parce que c'est trop compliqué à mettre en place. Voilà. Michel, sur ça? Bon. Changer le nom. L'idée, grosso modo, derrière ça, c'est une idée précisément néolibérale. C'est l'idée que les gens qui sont au RSA sont des fainéants. Et que par conséquent, alors le RSA, il faut rappeler ce que c'est. Pour ne pas t'attirer d'ennui, c'est pas toi qui penses ça. Que les gens qui sont au RSA sont des fainéants. L'idée de ceux qui ont fait ça, voilà, c'est ça, ceux qui ont fait ça. Cette réforme, la loi plein emploi de M. Macron, est basée sur cette idée. Ok. Bon. Et cette idée, cette idée est fausse, parce que le RSA
c'est 555 € par mois pour une personne seule. Ce n'est pas avec ça que... Et c'est la moitié du seuil de pauvreté. C'est ça la réalité. Donc par conséquent, et en Martinique alors, en Martinique, c'est beaucoup plus grave. C'est comme pour les retraites. Le RSA en France, c'est 13% de la population. En Martinique, c'est 34% de la population. Donc par conséquent... Tu peux redonner le montant? Hein? Tu peux redonner le montant moyen, parce qu'il y a des montants différents, mais globalement, c'est à peine 500 €. Hein, dans le cas où les gens pensent qu'on construit des châteaux avec le RSA. Bon, donc, si vous voulez, bon, je peux vous donner les chiffres. Hein, bon, je ne vais pas assommer les téléspectateurs avec les chiffres, mais enfin, là, en Martinique, la dernière enquête de la CAF, récemment, nous avions ici quelqu'un qui était au conseil d'administration de la CAF, c'est quoi, François Augrin, je crois. François Lubin. François Lubin. Bertrand. 71 000 foyers perçoivent une prestation d'insertion solidarité couvrant 120 600 personnes, soit 33% de la population régionale. Parmi elles, 60 700 personnes sont couvertes par le revenu de solidarité active. 700 par le revenu de solidarité outre-mer, les RSO, et 11 100 par l'allocation d'adultes handicapés, ce qu'on appelle l'AAH. Voilà. Donc la part des foyers bénéficiaires du RSA est plus importante en Martinique, 34%, ce que je viens de dire, qu'en France hexagonale, 13%. Voilà. Donc, et en chiffre absolu, hein, bon, le nombre d'allocataires du RSA, c'est 38 000 personnes en Martinique. Voilà. Bien. Un mot sur ça, rapidement? Oui, non, rapidement. Et Macron estime, parce que ça vient de la loi sur le plein emploi qui a été votée il y a quelques mois, simplement. Je crois que c'est en septembre. En novembre, oui, c'est ça. Et ils estiment que 40% de ceux qui bénéficient du RSA ne cherchent pas un emploi. Voilà. 40%. Donc, la personne qui vient à la CAF pour bénéficier du RSA est inscrite automatiquement à France Travail. Automatiquement. Donc, ça veut dire que cette personne est fichée au titre du fait qu'elle est demandeur bénéficiaire d'emploi. En plus, comme on l'oblige à donner 15 heures de travail hebdomadaire chaque semaine, cette personne sera incline à aller travailler. C'est ça l'idée. Puisque plein emploi, Macron veut obtenir le plein emploi à 5% de chômeurs. C'est ça. Puisqu'ils sont à 7% actuellement, quelque chose comme ça. Un peu plus de 7%. Il veut arriver à 5%, donc plein emploi. Donc il veut obliger les gens à aller chercher du travail. Surtout qu'il y a des métiers en tension, la restauration, etc. L'hôtellerie. Ouais. L'hôtellerie, ce sont des métiers en tension où on ne trouve pas de personnes pour aborder ces métiers-là, ces travaux-là. Donc, il veut obliger ces personnes à aller travailler. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Alors, une petite précision concernant la remarque de Raphaël. Effectivement, l'inscription de tous les bénéficiaires du RSA se fera en 2025. Par contre, France Travail, c'est bien 2024. Hein. Ouais. France Travail, c'est bien le 1er janvier 2024. 1er janvier 2024. Oh non, France Travail, d'accord. non, nous sommes d'accord. Oui, d'accord, ok. Voilà. Mais le dispositif... L'inscription concernant le RSA, c'est 2025. Voilà, l'inscription automatique. Voilà, automatique, 2025. En tout cas, merci beaucoup. On n'a pas le temps de te demander si tu serais sur la liste de M. Roussel pour les européennes. Tu peux nous dire oui ou non? Tu figurais sur une liste la dernière fois. Non, j'ai déjà dit que pour moi, maintenant, les questions d'âge, c'est terminé, les élections. Bon. Maintenant, si on a besoin de quelqu'un pour clôturer une liste, faire un acte. Si on a besoin de toi. Pour clôturer une liste, pour faire un acte. Campagne, en plus. Pour faire un acte. Pour faire campagne, par contre, oui. Moi, j'ai été candidat sur la liste du Parti communiste. Robert Hue. Non. Le gars qui est adjoint au maire de Madame Hidalgo, qui oublie son nom. Ah oui, je vois. Ouais. Mais si tu es sur la liste de Roussel, tu as plus de chances de passer. Il va quand même faire quelques sièges. Bon. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te dis, je suis pas prêt à
aller en position d'être élu, plutôt en queue de Et puis liste. on a besoin de toi, effectivement, ici, pour le kiosque. On va pas te laisser planter, oui, Charles. Non, par contre, je suis partisan Pour de faire campagne et d'expliquer aux Martiniquais que beaucoup de décisions, on a beaucoup parlé ces temps-ci d'agriculture, de POCI, de programmes d'options spécifiques, etc., d'octroi de mer, tiens. Mais c'est l'Europe. Très bien. Oui, Charles, parce que là, donc, oui, on arrête là. Oui. de façon taquine, je vais dire à Michel que Mugabe a exercé le pouvoir jusqu'à 95 ans. Robert Mugabe, qu'on connaît tous. Et deuxième élément, je voudrais quand même saluer un camarade de Balaisie Tivoli, un camarade de Claude Joseph, qui nous a réunis à l'occasion de ces Jeux. Hier, enfin, elle était là, et je le salue parce que c'est un militant d'un dynamisme et puis d'une activité débordante. Il a été conseiller général, ce gars-là. Voilà. Non. Non, lui, c'est son frère. Lui, c'est l'autre. Yves André Joseph. Claude, il travaille à la Berry. Enfin, voilà, c'était un petit coup. J'ai oublié de dire quelque chose quand même, j'ai manqué à mon devoir, de saluer quand même la mémoire de Luc Bernabé, qui était ancien secrétaire général de la CGTM, et qui nous a quittés hier. D'accord. Avant hier. Donc, Bernabé a été à la CGTM, il a été conseiller municipal au Lamentin, puis conseiller municipal à Port-de-France. Il a été membre du Parti communiste, puis membre du PPM. Transfuge. Oui, tout à fait. Donc, il nous a quittés il est à l'âge de, je crois, 89 ans. Bien. Bon, je vais s'habiller d'ailleurs. Emmanuel Grégoire. Hein? J'étais en train de chercher. C'est pas Emmanuel Grégoire Oui. qui était la tête de liste? Oui, tout à fait. Emmanuel Grégoire. Premier adjoint d'ailleurs à la maire de Paris. Tout à fait. Je vous remercie tous les quatre, une Merci fois à de toi. plus, des explications claires qui permettent à l'ensemble de nos amis téléspectateurs, téléspectatrices, de nous comprendre et de savoir, ouvrir les yeux sur les problèmes qui nous attendent Oui, je pour crois cette que c'est année ça. 2024. C'est ça. Éviter C'est les ça. pièges. On ne leur demande pas d'abord d'adopter nos opinions, mais d'être critique, d'avoir un esprit critique et vigilant. Voilà. C'est ça, être démocrate aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Merci à Grégory pour sa Merci. patience. Hein. Il a usé la lumière verte. J'avais pas vu Grégory, excuse-moi. À bientôt. Voilà.